Gloire à Allah le miséricordieux, le très miséricordieux qui a dit dans le Saint-Coran que toute âme goûtera à la mort. Que la prière et le salut d'Allah soient sur Mohammed, le sceau des prophètes qui a dit dans son sermon d'adieu: Ô peuple, considérez la vie de chaque musulman comme sacrée. Souvenez-vous qu'en vérité vous rencontrerez votre Seigneur et qu'effectivement il vous demandera compte de vos actes. Vous n'infligerez et vous n'endurerez aucune injustice. Ô peuple, toute l'humanité descend d'Adam et de Hawa. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Les blancs ne sont pas supérieurs aux noirs et les noirs ne sont pas supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre si ce n'est en piété ou en bonnes actions. Ô peuple, vous savez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Souvenez-vous qu'un jour, vous vous présenterez devant Allah et vous répondrez de vos actes. Nos chères auditrices et auditeurs, nous voilà revenus avec la grâce de Dieu pour poursuivre avec vous la lecture du livre témoignage de notre compatriote, l'ex-officier Si Mohamedou, intitulé L'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps. À la page 164, le natif de Belinabe dans le Hirnange Bossoya, l'ex-officier témoin. Un matin, une rumeur étrange court dans le camp. Nos voisins, les civils, nous apprennent qu'ils ont écouté un communiqué sur RFI mentionnant la situation détaillée à Jreda. Un sous-officier, l'adjudant Cheikh Fall, qui travaillait à Jreda, a dévoilé tout sur les antennes de Radio France Internationale. Après avoir assisté aux arrestations et vu les traitements réservés aux prisonniers, Cheikh Fall est envoyé en France pour suivre un stage. Quand il arrive à Paris, il est tellement choqué par la situation qu'il a laissée derrière lui
qu'il décide de dénoncer le racisme d'État, la barbarie et les horreurs érigées en règle dans son pays. Sa déclaration est relayée par plusieurs radios. À Nouakchott, c'est la panique générale. On crie au scandale. Comment ce traître a-t-il pu faire une chose pareille? Même les soldats se sentent perdus. Ils forment de petits groupes autour de postes transistors comme lors de la guerre du Golfe. Ils sont indignés que Cheikh Fall ait pu divulguer un secret militaire entre guillemets. Jamais ils n'ont pensé qu'il pouvait y avoir des fuites. Ce jour-là, on ne parle que de Cheikh Fall. Nous demandons à aller prendre un bain et laver nos vêtements juste pour glaner des informations. Seuls 2 prisonniers civils ont pu écouter un petit passage de la déclaration de Cheikh Fall. Nous n'arrivons pas à savoir ce qui a été dit avec exactitude. Cheikh Fall est un Haratin qui, comme le lieutenant Ahmed Ould, n'a pas pu supporter l'injustice et a réagi à la première occasion. Déjà avant son départ en France, il faisait même la commission de certaines personnes auprès de leur famille. Il lui est même arrivé de leur rapporter des colis de leurs épouses. Il a toujours su trouver les paroles qu'il fallait pour rassurer ces dernières. La veille de son départ, il dit aux familles des prisonniers qu'il s'en va, mais que bientôt cela va se terminer. Il laisse derrière lui un grand vide dans le cœur des prisonniers et leurs familles. Quand nous sommes arrivés à Jreida, il était déjà parti. Puis Mahmoud a pris le relais avec les familles de mes amis, d'abord avant d'élargir à d'autres prisonniers dont il pouvait compter sur la discrétion. À la veille du jour retenu pour notre jugement, personne d'entre nous n'a encore pris contact avec son avocat. Je profite du passage du capitaine Mokhtar Ould Mahmoud pour lui poser la question. Comment se fait-il que demain seulement nous devons être jugés et qu'aucun de nous n'a vu son avocat pour préparer sa défense? Il me répond que nous le verrons demain au tribunal à 8 heures. Personnellement, je dois passer devant le juge à 8h30. Je me tais plus que jamais convaincu que le verdict ne pourra qu'être lourd. Cela ne présage rien de bon. Je suis persuadé que beaucoup d'entre nous seront condamnés à des peines capitales. Qui va être exécuté?
Je ne me fais pas d'illusions. La volonté du colonel Oul-Boilil de me charger ne me laisse de choix que d'envisager le pire. Après le repas de midi, pour les non-jeûneurs, nous retournons à notre dernière partie de cartes. À 16 heures, nous commençons à faire nos bagages que nous sortons et rangeons devant nos cellules respectives. Nous attendons l'arrivée des camions chargés de nous acheminer sur Wadnaga, une localité située à quelques kilomètres à l'est de Nouakchott. C'est là que doit avoir lieu le procès et nous devons dormir sur place afin d'être prêts le matin. Un camion est déjà parti avec les marmites et les denrées pour la préparation du repas du soir. Je jette un regard sur tout ce monde et me repose pour la énième fois la question fatidique, à savoir qui va revenir à Jreida. Car toutes les exécutions se sont toujours faites ici. Sur certains visages, je vois l'impatience, voire même la joie. Sur d'autres, c'est plutôt l'acceptation du destin, la résignation. Nous sommes assis chacun sur son baluchon. Non loin de là, des soldats sont groupés. Ils ont un tas de cordes devant eux et des bandeaux. Je cherche Mahmoud ou Bilal, mais ne le vois nulle part. Soit il est aux messes ou bien il est peut-être déjà parti avec le camion du repas. Nous apercevons au loin un nuage de poussière qui se rapproche en direction de la base. Ce n'est pas un camion mais un petit véhicule avec une antenne radio de transmission. Le chauffeur doit être vraiment pressé. Il ne ralentit même pas à l'entrée de la base. Peu après, le capitaine Mortar nous dit de réintégrer nos cellules et que le jugement est reporté à une date ultérieure. Pour le moment, il n'en sait pas plus. Nous sommes en plein mois de Ramadan. On se dit qu'ils ont peut-être reporté à cause de ça. Je ne suis pas mécontent de ce sursis parce que je suis toujours convaincu de la fatalité de l'issue du jugement. La vie reprend son cours. La libération des sous-officiers et hommes de troupe, puis la déclaration de Cheikh Fall entraînent des réactions au niveau national et international. À Nouakchott, des langues se délient. Je ne peux pas ne pas citer Habib Oul-Mahfouz qui fit le premier mot blanc à dénoncer les horreurs des camps. Il en donne sous sa plume une diffusion à la dimension de l'événement. Des pressions diplomatiques, la France en tête, sont exercées sur le pouvoir mauritanien et déjà les veuves s'organisent. Un officier des douanes, mon ami Abdoulaye Wan,
est libéré en après-midi début avril. Il reprendra ses fonctions à Nouadhibou. Mahmoud nous tient régulièrement au courant de l'évolution de la situation en ville. Désormais, je suis plus optimiste dans mon jugement. Il y a une lueur d'espoir maintenant. Fin de la première partie de l'audio numéro 23. La deuxième partie pour le prochain. Suite de l'audio numéro 23, deuxième et dernière partie. À la page 167, le rescapé de l'enfer d'Inal, c'est Mohamedou témoin. Le 14 avril, un communiqué officiel annonce en début de soirée la fin du Ramadan. Nous veillons un peu plus tard que d'habitude à cause de la particularité de l'événement. Vers 1h du matin, un véhicule entre dans la base. Quelques minutes plus tard, de retentissants coups sont frappés aux portes des cellules. La nôtre est ouverte et une lumière émanant d'une lampe torche se promène sur nous. La voix du capitaine Mokhtar me parvint à travers un voile de sommeil. Aujourd'hui, c'est la fête du Ramadan. En ce jour sacré, le président de la République vous a pardonné. Le chef d'état-major me charge de vous dire d'oublier ce qui s'est passé et qu'en bon musulman, vous devez mettre tout cela sur le compte de la fatalité. Venez nous rejoindre aux messes des officiers où vous pourrez faire votre toilette et vous raser en attendant l'arrivée du comptable pour la paie et les camions pour vous déposer chez vous en ville. Je lui réponds. Il est vraiment très fort, le président. Il nous arrête, nous torture, nous tue, et c'est lui qui nous pardonne. Il ne relève pas.
Nous nous rendons tous aux messes où un soldat nous sert du thé à la menthe. Je ressors et me promène longuement dans la base afin de savourer ces premiers moments de liberté. La nuit est noire et l'air frais. Un sentiment indéfinissable m'habite. C'est un mélange de joie et de tristesse. Surtout quand je passe devant les terribles pièces d'1 mètre carré, d'où beaucoup de locataires ne sont sortis que pour passer devant le peloton d'exécution. J'ai une pensée pour mes amis restés dans un terrain vague à inal au nom de la bêtise humaine. Je reviens aux messes où geôliers et ex-prisonniers discutent de banalités. Il ne peut en être autrement. Les premiers sont gênés par ce brusque changement de situation. Ils se réfugient derrière des phrases vides de sens. On ne peut rien contre le destin. Dieu a voulu que cela se passe ainsi. Les voilà qui fuient leur responsabilité, rejetant sur Dieu leur animosité. Le jour commence à se lever. Je m'installe devant le mess armé d'un rasoir et d'un miroir et entreprends de me débarder. Ne cherchez pas, cela n'existe dans aucun dictionnaire. C'est le délire d'un prisonnier qui vient de retrouver sa liberté.
Autrefois, je m'asseyais au même endroit tous les matins afin d'accomplir ces mêmes gestes tout en regardant mes jeunes recrues s'affairer autour de la cuisine pour le petit déjeuner. C'était en 1981. J'étais détaché ici comme directeur d'instruction pour encadrer 200 nouvelles recrues. Les lieutenants Khan Mohamed Mansour, Sal Amadou El Haj, Dia Youssouf, Dia Cheikh et moi, nous nous promenons jusqu'à la mer. C'est la première fois depuis notre arrivée que nous pouvons nous déplacer en groupe sans avoir de soldats en armes derrière nous. À notre retour, toute la base, geôliers et ex-prisonniers étaient alignés pour la prière marquant la fin du Ramadan derrière Monsieur Lam, un des prisonniers civils. La limpidité de sa voix et sa maîtrise du Coran en avaient fait l'imam chef spirituel désigné de tous les prisonniers. Après la prière arrivent les comptables militaires. Seuls les ex-prisonniers militaires sont payés. Entre-temps, les camions sont là aussi. Nous embarquons pour être déposés à différents endroits de la capitale. Ma famille ayant appris la nouvelle m'attend dans la rue. Dans l'après-midi, j'apprends une nouvelle qui ne manque pas de faire plaisir. Le sous-lieutenant Eli Oul Mohamed, qui m'avait promis la mort pour 15 heures à Inal, après m'avoir si sauvagement torturé, est décédé.
Le jour même où il m'a quitté pour relever le sous-lieutenant Sow Ibrahima de son commandement, il est tombé malade et est évacué sur Nouadhibou puis sur Nouakchott. Il est mort la semaine suivante. En me faisant cette fameuse promesse, Élie ne savait pas que le plus proche de la mort n'est pas forcément celui qui est au bout du canon. Nos collègues de Nibeika sont aussi libres, mais ils ne seront à Nouakchott que le lendemain à cause de la distance séparant les deux villes. Nous commençons d'interminables va-et-vient entre l'état-major national et nos domiciles. Nous sommes devenus encombrants. Nos anciens tortionnaires changent de trottoir pour ne pas nous croiser. Ceux qui ne peuvent pas nous éviter rejettent tout sur d'autres. Les absents ont toujours tort, surtout dans ce domaine. Certains à l'état-major nous ont trouvé un nom qui résume le sombre dessein qui nous était réservé. Les Kurdes. Nous étions donc les Kurdes de la Mauritanie. On a même réussi à transférer en Mauritanie un conflit qui n'était pas le sien. Le tigre en papier règle le compte à ses Kurdes à sa manière, et le petit moustachu mauritanien, celui des siens, à la sienne qui, bien sûr, n'est dans la pratique tout comme dans la conception que la copie certifiée conforme de l'autre. Fin de la deuxième et dernière partie de l'audio numéro 23. Page 170, l'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps, par Si Mohamedou. Salli ala Muhammad.